Salut tout le monde et bienvenue dans Backstage Toulouse FM, l'émission qui vous révèle l'envers du décor. Aujourd'hui, je vous emmène dans la pénombre des studios d'enregistrement à la rencontre de celui qui fut l'ingénieur du son officiel et producteur des plus grandes stars de la musique, les Beatles, David Bowie, Supertramp, Elton John entre autres. Il a travaillé sur des albums légendaires. Son nom, Ken Scott. Ken Scott est anglais, il vit aux États-Unis et fait actuellement le tour du monde pour enseigner des masterclass aux futurs professionnels de la musique. D'ailleurs, il était à la Belge récemment où nous l'avons rencontré. Alors comment un simple pousseur de boutons est devenu l'ingénieur du son des plus grandes stars? Comment ont été enregistrés les plus grands succès de la musique? Et comment se comportaient en studio des stars telles que David Bowie ou bien les Beatles? Aujourd'hui, on vous révèle tout ça dans Backstage Toulouse FM. Ken Scott, bonjour. Bonjour. Alors je suis très heureux de vous rencontrer parce que vous allez pouvoir m'éclairer sur cette période des années 60-70. C'est une époque que je n'ai pas vécue, mais j'ai l'impression qu'elle fut extrêmement riche, qualitative et créative. Est-ce que c'est une époque qu'on a sublimée ou est-ce la réalité? Je n'en sais rien, je n'étais pas né moi non plus. Oui, absolument. Cela a été une époque formidable. L'Angleterre d'après-guerre a produit énormément de talents. Clapton, les Who, les Rolling Stones, les Beatles, David Bowie, Elton John. La liste est incroyablement longue. C'est incroyable. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette période? Oui, un peu quand même, oui. Les progrès techniques sont si rapides de nos jours que l'on en oublie un peu les grandes choses qui se sont passées à cette époque dans les studios d'enregistrement. Oui, je suis nostalgique pour ça. C'est la raison pour laquelle j'aime participer à des masterclass où je peux expliquer aux étudiants comment les choses se faisaient avant. Et avec un peu de chance, peut-être que l'un d'eux continuera à travailler comme je le faisais et ce son ne sera pas totalement oublié. Vous avez commencé à l'âge de 16 ans comme pousseur de boutons dans les studios d'EMI. Vous avez évolué très vite, vous avez accompagné les plus grands. D'après vous, avec le recul, quelle a été votre plus grande qualité pour réussir dans ce métier? Je pense que c'est ma passion pour le son. Le son en lui-même, pas le côté électronique. J'étais fan de tous ces artistes, mais je savais garder une certaine distance. Quand j'ai passé des entretiens pour avoir un job, on m'a demandé quel était mon groupe préféré. Bien sûr, c'était les Beatles, mais j'ai évité de le dire. J'ai donc répondu de Dave Clark 5. Parce que l'addition d'un saxophone donne une autre coloration au son, et cela change du son classique de guitare, basse, batterie. Et j'ai vu les sourires sur le visage des deux personnes qui me faisaient passer l'entretien, car ils avaient compris que c'était le son qui m'importait, et rien d'autre. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment, de ce premier moment où vous avez rencontré les Beatles? Ça a dû être quelque chose d'incroyable quand on est fan en plus, d'être face à eux et de travailler avec eux tout en restant professionnel. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là particulièrement? La première fois que je les ai vus, je transportais une bande dans un couloir d'Abbey Road. Il y avait les deux George, George Martin et George Harrison. J'ai failli pousser un cri comme toutes les filles le faisaient. Mais heureusement pour notre collaboration à venir, je ne l'ai pas fait. La première fois où je les ai vus tous ensemble, j'avais demandé à Norman Smith, le génial ingénieur du son des 6 premiers albums, de me laisser passer la tête par la porte du studio. J'avais 16 ans et j'étais très impressionné, bien sûr. J'ai pris des photos, ce qui était interdit, et je me suis fait violemment dégager par George Martin. J'aurais pu me faire virer, mais je m'en fichais, parce que j'étais dans le studio avec les Beatles. Alors, puisque vous avez travaillé avec les plus grands, David Bowie, les Beatles, Pink Floyd, Supertramp, entre autres, on va en profiter pour savoir réellement ce qui s'est passé dans la pénombre des studios. On va faire une petite interview, vrai ou faux. Est-ce que vous êtes prêts? We'll try.
David Bowie n'était absolument pas patient en studio. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? False. Faux. You want more? Je pensais. Les Beatles n'étaient pas des grands techniciens de la musique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Well, true in the beginning, false by Vrai the au end. début, faux à la fin. So, they learned very quickly. Ils ont appris très vite. C'est ce qui leur a permis peut-être d'être libres dans leur musique. It made them Cela want to leur a be donné more la liberté, experimental, l'envie de faire une musique plus which I expérimentale. guess is making them freer, yes. But they still relied heavily on Mais ils ont toujours beaucoup compté sur des gens comme moi, comme Geoff Emerick, ou plus tard Phil McDonald. Mais Norman Smith reste quand même le principal instigateur de l'évolution de leur son. Il respectait le cap fixé par le studio Abbey Road, mais il changeait leur son tant qu'il a pu sur les 6 premiers albums. Ils ont appris de ces changements, et à chaque fois, ils voulaient pousser le bouchon un peu plus loin. Ce qui nous a fait grandir aussi de notre côté. David Bowie enregistrait ses voix en une seule prise. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai, vrai. 95% des fois. J'ai coproduit 4 albums avec lui, et c'est le meilleur chanteur que j'ai rencontré. Je réglais les volumes, il chantait, et c'était dans la boîte. Est-ce que ça arrive souvent de rencontrer ce genre d'artiste? J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme lui. Je dois dire, concernant la voix de David Bowie, elle n'est pas parfaite. Cela pouvait être faux ou pas en rythme, mais tout vient du cœur. Par exemple, à la fin de l'enregistrement de 5 Years, le premier morceau de Ziggy Stardust, des larmes coulaient sur son visage. C'était une expérience incroyable d'enregistrer ça. Dans mes interventions aujourd'hui, je passe la fin de ce morceau où il craque vraiment. Et les gens pleurent aussi car c'est tellement émouvant. Le problème aujourd'hui, c'est qu'un morceau comme cela serait rejeté par les maisons de disques, car il n'est pas parfait. Alors vous avez participé à l'enregistrement d'albums légendaires, l'album blanc par exemple, des Beatles. Est-ce qu'au moment où vous étiez derrière votre console, vous sentiez que vous enregistriez quelque chose d'exceptionnel, de grandiose? Est-ce qu'on ressent ça au moment où ça se fait, au moment où c'est créé? Non, je n'en suis pas convaincu aujourd'hui non plus. Malgré l'expérience? Alors bien entendu, travailler avec les Beatles, c'est une chose incroyable. Mais lorsqu'on est un jeune ingénieur du son qui apprend le métier, avec un groupe qui n'a aucune limite, c'est une expérience unique. Je savais que le résultat serait bon car c'était les Beatles. Mais de là à dire que j'avais conscience qu'il s'agissait en fait d'un monument de la musique, non. Est-ce que ces artistes avaient une idée précise de ce qu'ils recherchaient au niveau du son? Et est-ce qu'ils savaient l'exprimer? C'est toujours très compliqué d'exprimer un son. La seule chose qui était sûre, c'est qu'ils voulaient que ça sonne différent à chaque fois. Non, ils ne savaient pas toujours ce qu'ils voulaient obtenir à la fin. Ils avaient seulement quelques idées. Je crois que John Lydon avait une façon particulière d'exprimer le son, il me semble. Oui, il inventait des mots. Par exemple, il avait appelé flanging le son produit par un petit appareil électronique. À force de jouer avec, il avait trouvé un effet qu'il avait baptisé flanging. Et ce mot d'ailleurs est toujours utilisé aujourd'hui. Il a trouvé quelques mots comme ça. Je vous ai entendu dire que vous n'étiez pas très fan du son actuel, que vous le trouviez trop propre, par exemple. Oui, quelquefois.
Ça dépend. Par exemple, sur Crime of the Century, l'album que j'ai fait avec Supertramp, nous avons essayé de faire de notre mieux. Mais comme je le disais pour David Bowie, nous avons surtout essayé de transmettre un maximum d'émotions plutôt que de chercher la perfection technique. Quand on est un professionnel du son, de la musique à haut niveau comme vous, est-ce qu'on arrive à écouter justement la musique comme ça, juste pour le plaisir, sans forcément la décortiquer, l'analyser, voir comment elle a été enregistrée? Est-ce qu'on arrive à retrouver ce plaisir premier? Non, malheureusement pas. J'aimerais tellement. Cela ne marche ni pour les choses que j'ai faites, ni pour le travail des autres. Je me dis, pourquoi ont-ils enregistré la batterie de cette façon? C'est plus fort que moi. Alors aujourd'hui, vous êtes à Toulouse, à La Bêche plus précisément, pour participer à des masterclass. Pourquoi? Quel est le principe concrètement? On m'a invité pour faire cette masterclass avec des gens qui apprennent le métier d'ingénieur du son ou qui travaillent déjà. Mais ils ont en commun de vouloir savoir comment les autres travaillent. Quand j'étais à Abbey Road, j'ai pu voir comment 7 des meilleurs ingénieurs du monde travaillaient. On apprend tellement. Par exemple, pour les enregistrements de musique classique, les micros doivent se mettre en hauteur. Pour la pop, les micros sont plus près pour avoir un son plus sauvage. And so I feel it's very important that any engineer gets to watch other people because you learn so much of how they do it. Well, still, in the end, you could have exactly the same recording. Si l'on enregistre le même morceau avec 10 ingénieurs différents, on obtiendra 10 sons différents. Mais tout doit venir de là et de là. C'est en regardant les autres faire que l'on trouve sa propre façon d'enregistrer. Alors, puisqu'on est entre nous, Ken Scott, moi j'aimerais savoir si vous avez déjà croisé les nouveaux Beatles. Non, car si j'avais rencontré les nouveaux Beatles, je serais en ce moment même avec mon banquier pour voir comment investir l'argent qu'il me rapporterait. Merci Ken Scott d'avoir participé à cette interview. Merci beaucoup. Merci to you too. Thank you.